Bonjour et bienvenue sur 100% Foot, l'émission dédiée justement à cet Euro 2024 qui aura lieu donc en Allemagne. Aujourd'hui, dans le programme de cette émission qui devrait durer à peu près 20 minutes, nous allons donc parler d'un joueur qu'on a décidé qu'on a retenu, dont on pense qu'il va faire un très bon Euro. Ensuite, on va parler donc d'une équipe qui peut performer et qui du coup s'invite à la fête. Vous allez comprendre pourquoi. Et continuer sur une ville donc qui va organiser cet Euro avec en l'occurrence Dortmund et son fameux mur jaune. Et puis l'aspect plutôt historique avec donc la Grèce par rapport à l'Euro 2004 avec bien sûr un petit quiz pour terminer cette émission. Je suis accompagné avec les mêmes acolytes d'hier. Alors comment tu vas, Camille ? Ça va super, prêt à aborder cette émission. Voilà, et à côté de toi forcément Tom, pareil au taquet. Pareil au taquet. Et de l'autre côté de la table, donc Melvin, qui est prêt à parler d'une belle histoire, on va dire. Belle épopée, on verra ça tout à l'heure. Et donc on va commencer cette émission avec donc le joueur à suivre, et c'est avec toi, Camille, et c'est le fameux Hongrois, le détonateur hongrois, Dominik Szoboszlai. C'est ça, on va parler de Dominik Szoboszlai, le milieu offensif de Liverpool de 23 ans qui va jouer sa première compétition internationale chez les seniors. On rappelle qu'il n'avait pas pu être présent lors de la Coupe du Monde 2022 blessé. Et donc du coup, il va falloir qu'il assume son statut qu'il a acquis cette saison à Liverpool après une très bonne première partie de saison, notamment avec sa complémentarité avec le milieu, avec Gravenberch et McAllister. Surtout que Liverpool a dépensé un bon pactole, 60 millions. Liverpool a acheté depuis Leipzig. Cette saison, Szoboszlai a terminé 3e de Première Ligue derrière Manchester City et Arsenal. Il a inscrit 3 buts et 2 passes décisives, mais vous méprenez pas avec ces stats qui ont l'air peu ronflantes. Il a eu un impact majeur dans le jeu de Jürgen Klopp et dans la réussite de Liverpool cette saison avec ce podium. Pour vous résumer qui est Dominik Szoboszlai, c'est un numéro 10 ultra technique qui est très polyvalent, qui est capable de jouer dans l'entrejeu pour déclencher les situations, d'où son nom de détonateur. Ça résonne également avec sa force de frappe sur coup franc, mais également en dehors de la surface. En Hongrie, il a inscrit 12 buts pour 42 matchs, ainsi qu'à Leipzig, il a inscrit 26 buts pour 83 matchs. En résumé, Szoboszlai est un numéro 10 moderne, un peu comme l'anglais Phil Foden et également le néerlandais Xabi Simons. Avec sa sélection nationale, Szoboszlai arrive avec de très grandes ambitions, lui qui se trouve dans le groupe avec l'Allemagne, la Suisse et l'Écosse. Il pourrait viser la 3e place qui serait potentiellement qualificative pour les 8e de finale. A noter que la Hongrie possède un joli effectif avec le Nantais de formation Loïc Nego qui joue actuellement au Havre. Ouais. On a également Salai qui joue à Fribourg et Orban de Leipzig. Donc pour conclure, Szoboszlai va être le leader de cette équipe hongroise qui va essayer d'amener vers, on espère, un beau parcours. Avec aussi donc dans les buts Peter Gulacsi, toujours le même, le vétéran, le gardien. Poste de gardien qui parvient à maintenir son niveau en sélection. C'est vrai que quand on pense quand même à Dominik Szoboszlai, c'est quand même sa frappe particulière, son petit fouetté souvent extérieur. Je pense qu'on a tous vu des extraits sur Twitter, une frappe de loin qu'il a sorti, c'est sûr. Ou même des gestes techniques qui ont fait le tour des réseaux. C'est vrai qu'il aime bien jouer dans l'entrejeu et servir ses coéquipiers pour se projeter vers l'avant. Puis mine de rien, à 24 ans, c'est quand même le leader quand même aussi technique de cette formation. Je sais pas si t'en penses quoi toi justement de Dominik Szoboszlai. Comme on l'a annoncé dans le titre, c'est vraiment le détonateur de cette équipe de la Hongrie, donc on risque de voir des belles frappes et on espère qu'ils passeront pourquoi pas les poules pour essayer de voir un match à fort enjeu contre un bel adversaire où il devrait tirer son épingle du jeu, en tout cas dans son équipe. Et on espère parce qu'il avait des petits pépins physiques. Oui, ça, il était blessé à l'ischio-jambier en milieu de saison, donc il a laissé sa place à Ezekiel Elliott dans la rotation de Liverpool, mais là il est guéri, il revient à son plein potentiel pour porter sa sélection hongroise. On l'espère un potentiel 8e de finale qui serait déjà un très beau parcours pour cette équipe hongroise. Bah oui, clairement. Ouais, puis ils ont une poule abordable, je pense. Oui. Avec l'Allemagne qui se distingue peut-être, mais après ça va jouer avec entre eux l'Écosse et la Suisse. La Suisse, après mine de rien, la Suisse qui est quand même toujours un pays qui... La Nati, c'est solide. Ils peuvent par contre viser le meilleur en tant que meilleur 3e, ils peuvent par contre y croire, je pense. Ils ont des belles armes offensives pour pouvoir marquer des buts et pouvoir croire à cette place de meilleur 3e. C'est sûr. Ils terminent en dessous l'Allemagne et la Suisse qui font figure quand même de favoris dans ce groupe. Donc en parlant de meilleur 3e, on va parler maintenant d'un autre pays qui peut-être prétendre, même s'ils sont dans un groupe assez compliqué. Nous allons parler donc de la Géorgie avec toi, Tom. Ouais, la Géorgie, c'est le petit poussé, c'est la surprise quand même. Hein. Déjà, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient mis la Géorgie comme figurante de cet Euro.
Tout simplement parce que c'est la première fois qu'ils vont y participer. Et c'est la première fois que ce pays-là, un petit pays à peine 4 millions d'habitants, qui va participer à une compétition internationale. Bon là, en l'occurrence, une compétition, un championnat d'Europe. Mais voilà, donc c'est bien pour ce pays. Une belle dynamique en plus. Ouais, c'est une belle dynamique. Et avec un sélectionneur français quand même. Avec un sélectionneur français, tout à fait, Willy Sagnol, en place depuis 2021. Donc en fait, il est arrivé, il faut rappeler, juste après la désillusion un peu contre la Macédoine du Nord en 2020, avec les barrages qui étaient qualificatifs pour l'Euro 2021, où ils perdent contre la Macédoine du Nord et qui du coup ne s'était pas qualifié. Mais là, il est en place depuis 2021, puis il faut quand même saluer son travail. Il y a eu, là, c'est une première récompense pour lui. On l'a vu en mars dernier, du coup, quand ils ont gagné contre la Grèce, ils sont imposés au tir au but. On avait l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde avec cette sélection. Pourtant, lui qui a quand même gagné la Ligue des Champions avec le Bayern en tant que joueur, qui a connu une finale de Coupe du Monde. Et là, vraiment, de le voir à l'image, on avait l'impression qu'il avait tout gagné. Mais c'est vrai que c'est aussi une belle première pour lui, parce qu'on se rappelle de son passage à Bordeaux qui était quand même mitigé. Mitigé, on va dire. Ouais. Mitigé, il avait entraîné les jeunes aussi, les espoirs de l'équipe de France. Donc on va y revenir parce qu'il a l'habitude d'être avec les jeunes. C'est ça. Notamment parce qu'avec cette sélection, la Géorgie, ils ont fait un beau parcours. Les espoirs, en 2023 avec l'Euro, ils font un beau quart de finale pour une nation justement émergente, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une petite sélection, faire un quart de finale chez les jeunes dans une compétition majeure, c'est déjà incroyable, au même titre que la France aussi s'était fait sortir, je crois, en quart de finale. Donc, avec des joueurs qu'on voit aussi du coup en sélection maintenant, potentiellement. Oui, exactement, parce qu'il le dit dans justement, il a été beaucoup approché par les médias après cette qualification. Il le dit lui-même qu'il retrouve quasiment une dizaine de joueurs de cet effectif espoir qu'il a pris dans cette sélection. Mais après, il a aussi la tête sur les épaules en disant qu'il n'a pas un groupe de 25 joueurs capables de disputer cette compétition. Mais lui-même le dit, il est quand même content de donner cette chance aux jeunes. Donc il en est ravi. Mais ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est qu'elle n'a pas que des joueurs qu'on ne connaît pas. Il y a quand même des gros noms. Mikotadze, nous qui regardons beaucoup la Ligue 1, je pense qu'on l'a vu avec Metz. Un passage assez compliqué à l'Ajax, mais avec Metz, il a fallu presque les maintenir à lui tout seul. Il y a aussi Kvaratskhelia, qui est au Napoli. Qui est la star du coup de la sélection de cette équipe. Ah bah oui, la star de cette équipe. Bientôt en Ligue 1 peut-être. Comment ? Bientôt en Ligue 1 peut-être. À Paris peut-être. Des rumeurs au PSG. Mamardashvili, qui est au goal une saison complète à Valence en Ligue 1, donc c'est intéressant. Et forcément Davitashvili à Bordeaux, qui est sur lui une très grosse dynamique, qui a fait du bien à Bordeaux en cette fin de saison, qui était un peu moins l'emploi en Ligue 2, mais qui sur ses 11 derniers matchs est quand même à 6 buts et 4 passes décisives. Donc je suis quand même impatient de voir cette équipe à l'Euro. Repéré aussi du coup pendant l'Euro Espoir justement par Bordeaux. En 2023 du coup que Willy Sagnol, justement, j'en parlais avec la dizaine de joueurs, il en fait partie. C'est ça. Mais je suis impatient de voir cette équipe à l'Euro, voir comment elle va s'en sortir dans un groupe comme tu peux le rappeler Tanguy, qui est assez relevé. Mais je pense que cette équipe a les cartes en main pour faire quelque chose de bien. Il y a des atouts offensifs, comme on l'a dit, qui peuvent être... Ils sont dans le groupe donc, de la Turquie, du Portugal, de la République tchèque. Donc, exactement, je pense que ça va être serré, forcément avec le Portugal qui se distingue. Ouais, clairement. Mais je pense qu'il y a quand même une carte à jouer avec cette année la formule à 24 équipes et du coup les meilleurs troisièmes qui sont... 4 meilleurs troisièmes, c'est ça. 4 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Je pense qu'il y a une carte à jouer pour ce premier Euro, pour cette équipe de Géorgie. Clairement, en espérant, c'est vrai qu'on a plusieurs joueurs quand même qu'on connaît aussi, c'est pour ça qu'on a un petit attrait pour cette équipe avec Mikotadze qui quand même marche sur la Ligue 1 avec ces 6 derniers mois qui marche sur la Ligue 1. Oui, tu voulais rajouter Camille ? Ouais, surtout moi je pense que cette équipe de Géorgie, ce qui est important, c'est l'apport de Kvaratskhelia. On sait qu'il sort d'une saison un peu compliquée avec Naples, après le succès de l'année 2022 avec notamment le titre glané en Serie A. Et donc ça va être lui le facteur X pour moi de cette équipe, puisque c'est le joueur vedette et la star qui doit être au niveau pour porter son équipe dans cet Euro. Ce qui est intéressant dans ce projet de la Géorgie, c'est qu'au-delà de ses individualités, c'est vraiment un projet de la fédération porté par Willy Sagnol depuis quelques années, comme le dit Tom, qui va être mis en avant sur cet Euro. Donc au-delà des individualités, j'ai hâte de voir ce collectif, comment ils vont réussir à mettre ça en place, et je pense qu'ils seront pas ridicules dans cet Euro. Clairement. Donc là, je ne crois pas, mais ils ne vont pas jouer dans le stade justement de la ville, donc je vais vous présenter. Donc là, on passe à la prochaine rubrique justement sur les villes et stades qui vont pas découvrir, mais qui vont participer au bien de cet Euro 2024. Et donc là, j'ai choisi de vous parler de Dortmund, donc le fameux Westfalenstadion, l'ancien nom après qui a eu le naming donc, du Signal Iduna Park.
Mais vu que c'est en compétition de l'UEFA, il n'y a pas de naming possible. Donc là, ça va être au nom du BVB Stadion. Donc comme c'est indiqué, on le sait, on l'a vu en demi-finale de Ligue des Champions face au PSG. C'est le stade du Borussia Dortmund, du coup, avec son fameux mur jaune, comme je l'ai précisé en intro. C'est ça, bien emblématique de ce stade, vraiment, on va dire top 2 en des clubs allemands. Ce stade allemand, caractéristique et clairement, avec des shows d'ambiance. C'est ça. Et donc en fait, ça vient d'une ville à la base, Dortmund, qui il y a 50 ans, donc c'est basé dans la région de la Ruhr. Donc c'est vraiment c'est proche de tout ce qui est Schalke, tout ça. C'est vraiment une région très à la base minière. J'ai noté plutôt minière avec beaucoup de charbon, acier, vraiment de ce monde-là, mais qui depuis quelques années est vraiment devenu un centre culturel avec beaucoup de nouvelles qui s'est transformé en centre technologique par exemple, ou avec un riche héritage sportif. Donc en fait il y a le musée en fait du football qui est d'Allemagne qui est là-bas, avec justement le ballon on en a parlé hier, le ballon de la Coupe du Monde 74. Donc c'est l'Allemagne, la RFA qui est championne, qui est là-bas. Et c'est surtout en fait, même si c'est une région très très industrielle, c'est celle avec le plus de proportion d'espace vert. C'est-à-dire qu'il y a 70% d'espace vert à Dortmund. Alors que quand tu regardes où c'est mis, c'est clairement pas. C'est un peu surprenant. Et donc pour les supporters, je pense français qui vont y aller, même supporters de manière générale, c'est très agréable d'y aller. Et je voulais terminer avec ça en fait par rapport au mur jaune. C'est-à-dire qu'on est habitué au mur jaune vraiment complet, qu'un stade à la base qui fait justement donc 80 365 personnes, donc vraiment pour être précis. Et là, avec donc forcément les places assises, le stade va comporter que 62 000 personnes. Donc c'est quand même le 3e plus gros stade de la compétition, mais qui perd quand même 20 000 places par rapport à ce qu'on a d'habitude avec les matchs du BVB. Forcément que des places assises où d'habitude dans le mur jaune, tout le monde et tous les supporters du BVB sont debout. Mais là, forcément, avec les réglementations où les supporters vont être assis. Donc, mais ce sera mine de rien comme une bonne performance. Et est-ce qu'on va entendre le fameux You Never Walk Alone chanté par le jaune? Ça, je ne pense pas. Mais mine de rien, quand même, le stade, forcément, vu que c'est le 3e meilleur, le 3e plus gros stade de la compétition, va accueillir quand même la 2e demi-finale, donc, qui aura lieu donc, le 10 juillet, et un 8e de finale. Et bien sûr, pour nous, Français, le France-Pologne, donc le 3e match des matchs de poule, où justement de nombreux Parisiens vont retourner sur les terres de la défaite. Sur les terres de la défaite. Et Lewandowski, l'ancien de Dortmund, il sera peut-être pas, puisqu'on a appris hier qu'il s'était blessé avec la Pologne. Donc, à voir comment ça va se dérouler justement. Mais voilà en gros comment c'est ta vie justement sur cet aspect historique sur Dortmund. Oui, tu voulais rajouter? Ouais, et puis surtout ce qui est emblématique avec ce stade, c'est cet aspect vertical du mur jaune. On voit vraiment le stade qui est très incliné, ce qui donne un caractère assez spécifique, une atmosphère à ce stade. Et justement, je suis assez sûr, j'attends de voir si cet aspect vertical va être retranscrit quand on verra les matchs. C'est vrai que malheureusement, quand on voit le programme, la Mannschaft ne joue pas à domicile. Donc on va voir s'il y aura de l'ambiance dans ce stade. Je pense qu'il y a une très chaude ambiance en général, comme tu l'as souligné. Il va toujours en avoir, ça c'est sûr. En parlant d'ambiance, justement, on va parler maintenant d'histoire avec l'Euro 2004 et la fameuse épopée grecque. C'est ça, et on retourne 20 ans en arrière avec le sacre dont personne n'aurait parié au début du tournoi en 2004. Avec la victoire finale de la Grèce, on va retracer ce fameux parcours. Avec donc déjà à l'époque les prémices de ce parcours en qualif, puisque la Grèce sortait de 6 victoires aux éliminatoires avec 8 buts marqués seulement, mais 0 but encaissé. Donc on avait déjà la base d'une équipe solide défensivement avec une efficacité devant le but avec 1 ou 2 buts qui suffisaient par match. Et à l'époque, dans les médias où à l'époque Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, on rappelle 2004 c'était le tout début, donc on ne parlait pas du tout de cette équipe. Et pourtant à l'Euro, elle a figuré dès le premier match avec ce premier match face au Portugal du jeune Cristiano Ronaldo. On se rappelle tous des larmes qu'on reverra à la finale, on en reparlera après. Mais donc cette défaite 2-1 du Portugal, le Portugal pourtant de Deco, de Figo, de Rui Costa ou encore de Pauleta qui s'est incliné face à la Grèce avec des buts de Karagounis, l'emblématique capitaine qui sera d'ailleurs désigné meilleur joueur du tournoi côté grec, contre un but de Ronaldo dans le temps additionnel mais qui n'aura rien changé. C'est là qu'on a vu vraiment l'équipe de Grèce au premier plan de cette compétition.
Ensuite, après cette victoire, ils sont allés arracher le nul face à l'Espagne, 1-1, avec un but de Morientes pour l'Espagne et un but de Charisteas pour la Grèce. Ce premier but de Charisteas dont on reparlera après. Et malgré leur défaite en Russie sur ce troisième match, ils ont perdu 2-1 quand même en troisième match de poule. Ils se sont qualifiés grâce à la victoire du Portugal face à l'Espagne. L'Espagne qui, grande surprise à l'époque, l'Espagne donc de Morientes, le grand de Real Madrid, qui est éliminé de cet Euro. Et donc la Grèce qui se retrouve face à l'équipe de France en 2004, l'équipe de France à l'époque de l'équipe 98 qui commençait à vieillir, c'est vrai. Et donc cette équipe de France qui va se faire totalement piéger sur ce match, avec une équipe grecque qui va contenir les Français pendant plus d'une heure de jeu, avant d'inscrire un but par Charisteas encore de la tête sur un centre venu de la droite de la part de Fisas, il me semble. Donc c'est encore un but de la tête pour Charisteas qu'on retrouvera dans la finale, puisque entre-temps, malgré tout, les Grecs ont atteint la demi-finale face à la République tchèque du Ballon d'Or 2003, Pavel Nedved, de Petr Cech, de Rosicky à l'époque qui joue à Arsenal, ou encore du meilleur buteur de cet Euro 2004, Milan Baros. Et donc là encore, grosse surprise puisque la Grèce bat la République tchèque 1-0, encore une fois un petit score, grâce à un but. Et alors là, c'est une règle dont je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous en avez connaissance, mais une règle qui était instaurée seulement pour cet Euro, la règle du fameux but en argent dans les prolongations, par Delas qui a inscrit ce but à la 105e minute plus 1, et ce but en argent, eh bien en fait c'est une règle comme le but en or qui a existé aussi auparavant, sauf que la prolongation se déroulait uniquement en première mi-temps si un but était inscrit au cours de cette première mi-temps, et ce fut le cas donc dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, ce qui fait que le but de Delas à la fin du temps additionnel de la première mi-temps de la prolongation a sonné comme un but en or finalement, puisque le match s'est arrêté à ce moment-là, et donc les joueurs tchèques se sont écroulés littéralement au sol, et la Grèce, grande surprise, qualifiée pour cette épopée en finale. Donc c'est ce fameux but en argent qu'on ne reverra plus pour des questions de règlement. Les instances qui ont vu que ce n'était pas très équitable au vu de... Pourtant les Grecs en auront profité. Et donc en finale, j'en parlais tout à l'heure, la Grèce qui a retrouvé le Portugal de Cristiano Ronaldo et qui s'est à nouveau imposé. Du jeune Cristiano Ronaldo du coup. Du jeune Cristiano Ronaldo, oui. Du jeune Cristiano Ronaldo. La Grèce qui s'est imposée en phase de poule face à ce même Portugal. On pensait que c'était une surprise. Eh bien non, c'est pas une surprise puisqu'ils l'ont répété en finale 1-0 cette fois-ci, avec devinez qui encore en buteur de la tête, Charisteas, encore lui qui inscrit le seul but de cette finale et qui bat pour la première fois un pays hôte en finale, donc le Portugal qui devient le premier pays hôte en finale à perdre face à cette équipe grecque qui donc décroche aux yeux de l'Europe et même du monde ce premier Euro de son histoire, pour d'ailleurs elle qui n'avait jamais gagné un match à l'Euro, emmenée par son sélectionneur allemand Otto Rehhagel. Donc voilà, on a vu vraiment une équipe caractéristique avec des lignes bien serrées, une équipe très, très défensive, compacte, et une efficacité devant qui aura fait tomber tous les plus grands d'Europe. C'était pas un Euro, on voyait énormément de buts, mais bon, c'était efficace devant, et donc ça marquait. C'est ça a suffi. Merci bien en tout cas Melvin. Une équipe de ton autre six en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Surtout les joueurs après ils sont vus offrir une carrière. Tu parlais du fameux Charisteas. C'est vrai qu'après cet Euro il a reçu beaucoup de demandes de clubs, de Ligue 1, de Première Ligue, et donc forcément avec cet Euro qu'il a mis en lumière, malheureusement il n'a pas su concrétiser après cet Euro, mais on retiendra cette génération grecque de 2004 qui aura fait tomber le Portugal en finale. C'est pas le premier pays hôte, c'est pas le dernier malheureusement. Oui, c'est ça. Avec en 2016 la France et le Portugal. La Grèce qui restera comme le vainqueur le plus improbable de l'Euro, qui aura profité à la fois de cette règle du but en argent, mais aussi de la formule. À l'époque, on passait directement des phases de poule au quart de finale, et donc c'est une formule qui a évolué depuis, et cet Euro 2024, on espère qu'il sera tout aussi beau, mais dans une autre formule. Clairement. Et je te remercie justement Melvin pour ce petit flashback justement sur l'Euro 2004. Et maintenant on va passer à un petit quiz assez rapide. Et donc justement je vais vous demander de d'énumérer, tu as dit une réponse juste à un moment, d'énumérer les meilleurs buteurs des Euros depuis 1960. Donc hier on a fait les vainqueurs, maintenant juste les meilleurs buteurs. Forcément il y a des éditions où il y a le même nombre de buts, donc vous allez avoir plus de chances de les énumérer directement. On a commencé avec qui? On a commencé avec toi hier. On va commencer avec Camille. Donc le dernier en date, c'est le Tchèque Patrick Schick qui était meilleur buteur. Oui, 2020. Patrick Schick, la République tchèque. Tom, à toi. Déjà compliqué. Alors, je dirais l'Euro 2000.
l'Euro 2012, il est pris par l'Espagne. Je veux dire un attaquant. Fernando Torres. Oui. Je précise 3 buts, Fernando Torres. Donc peut-être que ça peut vous donner des idées. Et Patrick Schick, 5 buts. Du coup, je vais assurer avec le meilleur buteur de l'Euro 2004, Milan Barros. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Milan Barros, République tchèque, 5 buts. Et il me semble que Patrick Schick était égalité avec Cristiano Ronaldo cette même année. Tout à fait. Oui. La veille, il me l'a pris. 5 buts. Déjà là. Il y a des évidents que... Bah oui, des grands joueurs. Ouais. C'est sûr. L'Euro 2000, Trezeguet. Et non. Non. Ah, je l'ai essayé, putain. Tom éliminé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent être 2 fois meilleurs buteurs d'une compétition? J'ai pas vérifié. Oui, mais oui, du coup, oui. Je pense à Ronaldo en 2016. Eh non. C'est pas... non, c'était pas lui. Eh non. Et vas-y, faut qu'il... Et je crois que celui qui gagne en 2016, le meilleur buteur, je crois que c'est Griezmann. Eh ouais, oui. Griezmann. Bah en oui. plus, il confirme. Et je peux Les gars, vous avez continuer avec oublié. les joueurs. Vas-y. Je dirais en 2000, Schuker, Croatie. Non, en non, c'est pas 2000, lui. c'est Patrick Kluivert. Kluivert. Ouais. Ok. Vous avez oublié quand même Platini, 84. Ouais. Zinedine Zidane, non? En fait, on n'est vraiment pas remonté. Ouais, c'est ça, voilà, vous avez plus prouvé. longtemps, quoi. Ouais. Vous pouviez vraiment aller loin, mais en 2012, ils étaient 1, 2, 3, ils étaient 5. Avec Mario Balotelli, Mario Gomez, J'allais le dire. Ronaldo et Tsogaev de la Russie. En plus de Fernando Torres, du coup, forcément, parce qu'ils avaient mis 3 buts. On a quand même des Alan Shearer donc en 96, 5 buts. David Villa en 2008. Ah, c'était Ouais. lui. Marco Van Basten Van du coup en Basten, 88. 92, on a Eric Larsen, du Bergkamp aussi. Et après, voilà, si on remonte plus loin, par contre, donc, du Platini, on connaît. Gerd Müller quand même. Ok. Donc là, Gerd Müller avec les RFA en 72. Ivasinov, après, bon, c'est vraiment des noms Très compliqué. et un peu plus, on connaît un peu moins dans des années 1960. Quoi. Voilà, Moi, bien joué ça fait Camille. que j'ai gagné. T'as gagné pour ce petit quiz des énumérations. Bravo à toi. Merci beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié donc, cette émission. On se retrouve demain pour la grande preview justement de cet Euro 2024. Donc là, on va vraiment faire nos pronos sur les groupes, les favoris, même aussi les outsiders de cet Euro. Ça va être très croustillant, je pense, avec quelques surprises qu'on va concocter. Donc merci bien en tout cas les gars pour cette émission. Merci à toi. Et puis, on se Merci à toi, retrouve à demain et puis bonne journée à vous. Salut tout le monde.